Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un 270e VLIL, pour une 270e rencontre. Et ce soir, on a la chance d'avoir trois éditeurs, une éditrice et deux éditeurs qui sont singuliers et qu'on aime découvrir, que j'imagine vous allez avoir beaucoup de gourmandises à découvrir avec nous ce soir, puisque ils allient la photographie avec la littérature et ils nous parleront longuement de ce processus qui est si singulier aujourd'hui, avec une qualité de livre évidemment qui est hors norme. On a donc la chance d'avoir Céline Pévrier qui est éditrice des éditions Sun, les éditions La Main Donne avec David Fourré et les éditions Leitmotiv avec Éric Lebrun. Et ensuite, vous aurez droit à une lecture de Laetitia, la compagne de David, sur les différents textes qu'on va vous proposer ce soir. Et pour débuter, j'aimerais que tous les trois, vous commenciez par présenter votre maison. Elles ont été créées à différentes époques, avec, j'imagine, certaines difficultés peut-être. J'aimerais que vous nous parliez de votre envie de lier ces deux aspects, ces deux arts, qui ne sont pas forcément liés de prime abord dans une littérature classique, une littérature blanche. Pour le coup, vous faites le mix, le switch également entre le texte et la photographie. Comment avez-vous vécu déjà votre expérience en tant qu'éditeur dans la maison que vous représentez? Et on va commencer avec Céline pour les éditions Sun. Bonsoir, merci Anthony pour l'invitation. Alors pour Sun, j'ai démarré par l'édition plutôt de livres de photographie avec une attention toute particulière portée à la facture de l'objet, avec l'idée que le fond et la forme doivent être cohérents et que souvent dans l'édition, le constat que je faisais, c'est que euh, l'objet ne portait pas forcément sur son corps de signes particuliers de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'ai travaillé en priorité, avec l'idée plutôt de faire donc, des livres de photographie, de graphisme, d'illustration. Et en fait, tout de suite, la littérature s'est introduite par le biais des rencontres dans le champ éditorial de la maison Sun. Donc, en fait, l'hybridation des formes a été en fait au fondement de la maison il y a presque 10 ans. J'ajoute quelque chose, c'est que tous les trois, vous avez une manière d'apporter, d'amener la photo au texte qui est totalement différente aussi. Et on parlera de vos différences tout à l'heure, parce qu'en effet, vous êtes réunis ce soir en tant que lité photo, mais vous avez quand même des manières très précises du rôle de la photo au cœur de votre livre, au cœur du texte. On en parlera juste après. David, c'est à toi. Oui, bonjour. Moi, donc, je représente une petite maison d'édition qui est dédiée à la photographie d'auteur. Je suis basé en Aveyron et ça fait maintenant 11 ans que j'ai publié mes premiers livres. Donc, c'est un catalogue qui est encore jeune, hein, d'une trentaine de titres. Alors, moi, il y a 15 ans, avant de penser même à faire des livres de photographie, moi, j'avais déjà une expérience, mais du livre jeunesse. Moi, je viens du livre jeunesse, je viens des albums jeunesse des éditions du ROEAC. Je suis rentré en 95 maintenant, donc ça date un petit peu aux éditions du ROAC pour travailler notamment sur toute la collection jeunesse. Donc je me suis lancé dans l'aventure du livre photo un peu par hasard, à cause de rencontres en 2011, mais avec une méconnaissance totale de ce qui pouvait se faire sur le livre photo. Mais par contre, avec la conviction que le livre photo pouvait, comme le livre jeunesse, être un terrain de jeu, un endroit où on pouvait vraiment s'amuser avec le fond et aussi avec la forme. Donc voilà, ça a été des rencontres successives avec des photographes qui ont fait que la première année, j'ai fait un livre, la deuxième année, j'en ai fait deux. Et de livre en livre, comme ça, voilà, c'est constituer un catalogue complètement basé sur une photographie d'auteur, pas du tout une photographie documentaire, par exemple, ou une photographie plastique, une photographie plutôt intimiste et qui était vraiment dédiée à la photographie, c'est-à-dire que le texte n'avait pas toujours une place dans ces livres. Et d'ailleurs, la question se pose à chaque fois, on en parlera tout à l'heure, de est-ce que dans un livre de photos, le texte doit intervenir. Donc,
Il y a eu une première incartade pour les éditions La Madone avec Guillaume Jeunesse, avec qui on a fait un livre, pas de littérature, mais un livre d'entretien sur le tirage photographique qui a très bien marché. Et c'est à l'issue justement de ce livre qui est sorti sur le tirage que Guillaume m'a proposé un manuscrit qui est devenu un des deux justement premiers volumes de la collection Poursuite et Ricochet dont on a parlé, et qui mélangeait justement la photographie de famille et le texte, un texte de littérature. Voilà, donc c'est une incartade pour les éditions La Main Donne d'arriver sur du livre qui allie vraiment littérature et photographie, mais en même temps, c'est peut-être pas complètement un hasard parce que le premier amour quand je me suis lancé dans l'édition, c'était voilà le rêve de devenir éditeur de littérature. Eric. Oui, donc nous, bonsoir. Notre maison d'édition est née au sein d'une agence photographique. Donc on vient vraiment de l'idée de privilégier la photographie d'auteur à travers des photographes qui s'emparent de sujets. Euh, on a commencé, je crois, enfin j'essaye maintenant de dater le début de la maison d'édition en 2012 avec le livre de Naoya Takeyama, donc le premier livre d'un photographe qui était étranger totalement à notre sphère de connaissances. Et à partir de là, je me suis dit, j'avais fait quelques explorations avec des livres précédents, et je me suis dit, à partir de là, peut-être je deviens éditeur. Donc c'est 2012 la date. Et très vite, on a commencé à tourner autour de cette idée d'alliance entre la photographie et l'écriture. J'ai demandé, invité des écrivains à venir s'exprimer autour de sujets photographiques qui ont été édités. J'ai cherché des tas de manières de faire, de formes qui permettent de rendre une complémentarité qui soit à la fois intuitive et constructive. Et, et, je- et c'était pas concluant parce que, comment dire, je ressentais que ça faisait absolument pas ou très peu de changements pour les lecteurs en termes d'intérêt initial pour consulter ces ouvrages, en fait. Je me souviens très bien de l'exemple de Philippe Claudel, d'un texte que j'ai trouvé magnifique. Il avait mis tout son cœur à le faire. Et en librairie, c'était resté considéré comme un ouvrage avec un texte mineur, en fait, de Philippe Claudel, juste une forme. C'est comme si on inversait le process, c'est-à-dire que euh, on invitait dans l'esprit des libraires et peut-être du coup de beaucoup de lecteurs, c'est comme si on invitait un écrivain à illustrer euh, un ensemble de photographies. Donc, je me suis bien dit que quelque chose ne fonctionnait pas. Historiquement, j'ai toujours été fasciné par un ouvrage et qui pourtant est très imparfait au niveau de son insertion photographique, c'est Nadja d'André Breton, qui est une tentative de, d'allier les deux et d'essayer de faire résonner la photographie avec un texte qui en parle, entre guillemets. Donc voilà, j'ai vraiment tourné autour de la manière de faire pendant tant d'années. Et puis, c'est pas un travail que je fais seul, donc ça se fait aussi en équipe. Et ces dernières années, ces 2 dernières années, on a essayé de s'approcher le plus possible des codes du livre de littérature pour en quelque sorte couvrir euh, notre insertion d'ouvrages différents par un ensemble qui fasse littéraire. Voilà. En termes d'objets, en termes de présentation. Donc, c'est de ça aussi que je vais sans doute parler aujourd'hui, c'est ce camouflage de nos ouvrages par une sorte de masque littéraire. Voilà. Alors évidemment, ce qui nous occupe aussi ce soir, ce sont ces trois collections, la collection Poursuite et Ricochet pour La Main Donne, la collection Singulière pour Leitmotiv et la collection Fléchette pour Sun Sun. J'aimerais que vous nous parliez de ces collections, mais surtout, chaque lecteur aime savoir, pour ceux qui n'ont pas encore lu l'un de ces ouvrages, aime savoir comment sont composés ces livres. Parce que vous êtes en effet totalement différents. Pour Sun Sun, la photographie n'est pas présente sur la couverture, elle est présente derrière, avec une véritable photographie que l'on a en main.
Pour les éditions La Main Donne, la photographie est intercalée entre le texte, et on en parlera peut-être aussi, David, sur ce choix-là. Et pour Leitmotiv, la photographie est quasi omniprésente. Alors, on ne va pas dire à chaque page, mais presque. La photographie prend une place extrêmement importante au cœur même du livre. J'aimerais que vous nous parliez de ces 3 collections et de votre envie, votre manière d'aborder aussi, selon le choix des auteurs, bien entendu. Mais j'aimerais que vous nous parliez de cet objet livre que vous vouliez mettre en valeur dans ces 3 collections. On recommence avec Céline. Alors déjà, précision, c'est étonnant pour moi d'avoir lancé une collection parce qu'au sein de Sunsun, j'ai justement fait attention à ne jamais avoir de collection, en tout cas de collection de forme. Chaque ouvrage, je pense, devant trouver sa propre forme et son propre corps. Mais la collection Fléchette a une particularité. C'est en fait Adrien Genoudet, cinéaste et auteur, qui a fait sa thèse sur les archives de la planète d'Albert Kahn. Il m'a proposé en plein confinement, donc en 2020, de proposer à des auteurs, autrices, de s'emparer d'une image du fond Albert Kahn et d'écrire à partir de cette image. Donc la spécificité que vous pointiez, Anthony, du fait que l'image en fait est seulement présente au début du livre, vient du fait que c'est l'idée de suggérer un peu le parcours que nous proposons en fait aux autrices et auteurs, c'est qu'ils s'emparent de cette image et c'est à partir de l'image que l'histoire advient. Fiction, autofiction, poésie, essai, tout sera possible. Mais voilà, cette forme-là, d'isoler vraiment texte et image, dans cette collection, relève vraiment voilà, de l'origine du projet et de la manière dont on procède quand on propose une carte blanche. En sachant que ce fonds Albert Kahn est entre 1909 et 1931. Donc les images sont en effet véritablement, c'est un peu ce qu'on aime dans la photographie aussi, c'est à peu près cette époque-là. Cette époque-là arrive à faire ressurgir certaines émotions qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui. C'est un choix quand même extrêmement fort de donner carte blanche à un écrivain. Est-ce que vous avez parfois eu un petit peu une crainte que le texte soit moins bon que ce que vous aviez imaginé pour cette photo-là? Est-ce que ça vous arrive ou au contraire, vous êtes souvent subjugué par la qualité des écrivains et en effet, vos choix sont plutôt très bons en termes d'écrivains. Vous ne choisissez pas des jeunes premiers non plus et ça se ressent forcément dans la qualité des textes. Je dirais les deux, mon capitaine. Parce que nous veillons avec donc le directeur de collection Adrien Genoudet à choisir à chaque fois, il y a des jeunes premiers, ou en tout cas des autrices et auteurs comment dire, qui sont plus jeunes, qui ont sorti 2, 3 livres, mais qui sont moins connus. Et nous faisons également appel à des auteurs comme Marie-Hélène Lafont, que nous avons en commun avec la collection de La Main Donne, avec Patrick Boucheron, qui fait en ce moment même une lecture à la Bibliothèque de la Ville de Paris ce soir. Mais donc voilà, en tout cas, évidemment, la carte blanche est donnée en connaissance de cause. On connaît les textes de chaque auteur. Et évidemment, il n'y a jamais comment dire, de déception de qualité, mais des surprises. Parce que les chemins pris par chacune, chacun nous surprennent. Parce que la condition, c'est vraiment dans un fond de 70 000 images, choisissez celle que vous voulez, écrivez un texte. Donc tout le monde a la même consigne, mais voilà, selon le choix de la photo, déjà rien que le choix de la photo, on le verra avec la lecture que fera Laetitia Acador tout à l'heure sur le texte Féticheuse, c'est déjà source de récit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va choisir une image, pourquoi celle-là, et à partir de quand on écrit historiquement en amont de l'existence de l'image, on se sert de l'image comme appui de machine de fiction. Voilà, donc je dirais plus que ça relève de l'ordre de la surprise, comme Patrick Boucheron qui nous a livré un texte plutôt
personnel, alors que voilà, par son travail d'historien, il est plutôt amené à parler voilà, d'histoire avec un grand H et des autres. Là, il mêle les deux, une histoire personnelle avec la grande histoire. Et alors, du côté de La Main Donne avec Eric, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, le texte débute, ensuite vient la photo et enfin revient le texte. Et j'ai trouvé cette approche très singulière aussi. Comment vous expliquez cela, David, sur cette collection-là? Poursuite et ricochet, là aussi, le nom est Mm. parlant et extrêmement beau. Il y a peut-être une histoire derrière aussi. Oui, ça, je pense qu'on va être amené à le répéter souvent. Euh, c'est Guillaume Jeunesse, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc directeur de la collection avec moi, et avec qui on a commencé, qui est donc un tireur, un des derniers grands tireurs argentiques, hein, qui a tiré pour tous les plus grands photographes, hein, Sabine Weiss à la fin de sa vie, Bernard Plossu, Denis Roche, des gens comme Depardon, puis il est beaucoup plus jeune aussi. Euh, et on a commencé à se rencontrer sur un livre sur Denis Roche. Et Denis Roche était photographe, mais il était aussi auteur, poète, écrivain. Et à certains moments, on lui posait toujours la question, et c'est une question qui est intéressante dans cette rencontre ce soir. On lui disait, mais finalement, vous êtes photographe ou vous êtes auteur? Comme s'il fallait à un moment se définir et comme si l'un écartait l'autre. Et comme il avait toujours des phrases assez à double sens, Denis, il a répondu à cette question qui posait les questions, qui posait des questions sur les intrications possibles entre littérature et photographie. Il répondait, ne rêvons pas, laissez aux photos, laissons aux photos d'être des ricochets et aux phrases d'être des poursuites. Alors cette phrase, on peut la comprendre un peu comme on veut. Moi, ce que j'aime à comprendre dans cette phrase, c'est que finalement, quelle que soit la technique utilisée, que ce soit des mots, que ce soit des photographies, il existe une véritable écriture. Et c'est ce que nous, on défend aussi en faisant des livres de photos, mais que simplement, voilà, les techniques sont pas les mêmes. Et, et voilà, donc c'est ce que moi j'ai envie de retenir de cette phrase de Denis Roche, qui peut-être aussi voulait, avec cette phrase, dire arrêtez de me poser de la question, ça n'a pas vraiment de sens. C'est des techniques différentes, mais on peut dire des choses tout à fait communes avec ces deux écritures-là. Le principe de la collection, elle est toute simple en fait, hein. C'est Guillaume donc qui, à l'issue de la publication de son premier livre qu'on a fait ensemble, m'a tendu une petite enveloppe avec quelques feuillets à l'intérieur, et il avait parmi toutes les photos que depuis des années, il s'évertue à récupérer de sa famille. Ça fait des années qu'il va voir ses oncles, ses tantes, tous les gens de sa famille, qui leur demandent qu'est-ce que vous avez comme photographie. Ça va de la plaque de verre du 19e siècle jusqu'à la capture d'écran aujourd'hui, en passant par les photogrammes venant d'un Super 8 ou de la petite photo crénelée des années 50. Il a sélectionné 12 images de sa famille, comme ça, sur lesquelles il a écrit 12 textes. Et finalement, il parle pas intime, il raconte pas des choses très intimes sur sa famille, quoique il y a aussi des choses qui sont assez narratives, mais il pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est pour tout un chacun de se retrouver en face de cet objet si particulier qu'est la photo de famille. Qu'est-ce que c'est, quelles sont les émotions qui peuvent surgir quand on voit sur des photos des gens qu'on ne reconnaît pas toujours, dont on sait que ça peut être des aïeux, voir sans savoir. C'est peut-être un extrait de texte qu'on lira tout à l'heure, très court. Et à l'issue quand j'ai décidé de faire ce livre-là, je me suis dit, mais il faut en faire une collection parce que finalement, chaque histoire, chaque auteur invité pourra parler de choses très intimes, finalement, très personnelles, mais on parlera au final de choses qui sont en même temps, qui touchent tout le monde, qui relèvent de l'universel. Et c'est à ce moment-là que j'ai justement contacté Marie-Hélène Lafont, qui était en train de d'écrire, qui était sur son chantier violent, comme elle dit, en train d'écrire le manuscrit des sources, qui est sorti en début d'année, et qui s'interrogeait beaucoup encore plus que sur ses autres textes, sur les problèmes, les histoires de filiation, les histoires de violence, les histoires de famille, comme ça qu'elle a évoqué tout le long de son œuvre. Et quand je l'ai appelée, elle était en train de vider sa maison, la maison familiale dans le Cantal, et elle était retombée sur une boîte qui contenait des photos, toute une série de photos qu'elle connaissait, qu'elle avait vues quand elle était jeune, mais des photos de son père quand il était au Maroc pendant son service militaire. Et de ces photos qu'elle regarde alors que ses parents sont décédés depuis quelques années, elle découvre un autre homme, c'est-à-dire l'inverse complet de l'homme qu'elle a connu toute sa vie. Euh,
Elle a connu un homme qui ne faisait que travailler, qui ne riait jamais, qui pouvait être violent, qui avait peur, quelqu'un qui n'avait jamais un signe d'affection pour personne dans sa famille et qui a fait vivre, elle le dit, 6 décennies d'horreur à toute sa famille. Et sur ces photos, elle voit l'inverse. Elle voit un jeune homme qui est toujours souriant, qui se met en maillot de bain sur la plage, quelque chose d'inimaginable pour elle. Quelqu'un qui fait du vélo, quelqu'un qui sourit, qui côtoie des amis, qui se grime en femme. Et elle se pose la question, voilà, pourquoi cet homme qui avait l'air si heureux de vivre, pourquoi il fait le choix de revenir dans le Cantal, de se marier et de faire vivre un enfer à tout le monde pendant 6 décennies. Voilà, donc on a finalement un texte de Marie-Hélène Lafon, 8 textes, parce que le principe de la collection, le principe moyen, parce que l'idée est de donner une grande liberté à tout le monde, et de choisir, de demander à chaque auteur de choisir une dizaine, une douzaine d'images et d'écrire à partir de ces images, comme dit Céline, pas sur ces images, mais à partir de ce matériau, d'avoir une grande liberté pour écrire des textes justement sur ce que ça peut évoquer. Marie-Hélène Lafon l'a fait avec 8 textes qui font vraiment suite aux sources, mais où on retrouve encore une fois toutes les thèmes qui irriguent son œuvre depuis des années. Euh, et je vous parlerai peut-être après des autres auteurs qui arriveront, et on verra que chacun s'emparera de façon très différente finalement de ce principe très simple. Choisissez 12 images de vos photographies de famille et écrivez des textes dessus. S'en empare et que ça donnera une vraie variété, une vraie intérêt à la collection. Je me suis permis de partager la couverture, puisque Oui, vous en parliez, David, voilà, de Marie-Hélène, et on parlera tout à l'heure de Guillaume Jeuneste, peut-être. Euh, évidemment. Eric, c'est à Oui. vous. J'essaie de me remémorer comment on a mis en place les critères de la collection. En tout cas, ces paramètres qui vont être renouvelés de livre en livre. Ça a été progressif. Je crois que ce qui nous a vraiment aussi fortement guidés dans la possibilité de le faire, c'est le fait que maintenant en impression, on peut obtenir des résultats extraordinaires par rapport à la conservation de la chromie et des contrastes sur des papiers qui sont des papiers qui avant étaient vraiment réservés principalement à l'écrit. Donc le fait de se dire que maintenant il y avait la possibilité technique de faire en sorte que pour un cours relativement abordable, on puisse euh, mettre ensemble l'impression du texte et de l'image avec une qualité qui n'était pas, comment dire, défraîchie ou affadie par l'impression, c'était déterminant. On s'est dit, c'est le moment, en fait. Et il faut dire aussi qu'il y a un autre, pour nous, un autre une autre impulsion au démarrage de cette collection, c'est l'analyse du champ de diffusion de nos ouvrages à l'heure actuelle, qui sont souvent cantonnés dans des rayons photographiques, très peu présents dans la plupart des librairies. Donc on s'est dit aussi que, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure un petit peu, on s'est dit aussi que pour lancer une collection qui tente d'allier les deux, après plusieurs expériences qui n'avaient pas été concluantes, il fallait absolument reproduire ou en tout cas permettre aux lecteurs de romans et d'écrits de s'approprier ces ouvrages. Donc on s'est lancé dans cette collection qui est donc en couverture souple, avec même un jeu par rapport au bandeau qui est souvent décrié en littérature parce qu'on en voit maintenant partout. Mais là, on le joue beaucoup plus par rapport à la couleur qui n'est pas la couleur habituelle. Et lorsqu'on pénètre dans le livre, on a cette photo initiale en couverture, souvent, en tout cas dans les deux cas, de figures très symboliques. Et on a l'image à plat, teinte, simplement le fond de couleur qui en quelque sorte révèle l'image en couleur juste ensuite, et après on va commencer à dérouler l'ouvrage en alternant, ou en tout cas en composant le livre comme
quelque chose qui maintient sans cesse le suspense, en fait. J'essaye de tenir ça dans la lecture d'un livre, et surtout dans un livre de cette nature. C'est-à-dire qu'il y a une surprise dans la page suivante. Il y a une surprise qui, évidemment, en termes d'écriture, tient dans la façon dont l'auteur trace son récit, mais dans la photographie, c'est aussi prégnant. C'est-à-dire que j'aime bien que le lecteur soit euh, presque... Il ne peut pas s'arrêter en route, quoi. Il faut qu'il continue absolument à dévorer son ouvrage. Donc, on a essayé de tenir des livres au niveau de la maquette et au niveau de la correspondance et de l'écho entre l'écrit et l'image. On a essayé de tenir des ouvrages, des livres qui ne puissent pas être refermés avant que on le termine, alors qu'on est dans deux modes de perception, lecture d'une image et lecture d'un écrit, qui ne sont pas du tout de même nature. Donc toute la difficulté de notre collection, c'est de faire en sorte que le lecteur ne soit pas perturbé par les images et que celui qui apprécie la narration photographique ne soit pas perturbé par la continuité du récit. C'est cet équilibre-là, cette résonance qu'on cherche à mettre en place dans chacun des ouvrages. Et je trouve que notre travail, comment dire, pour faire une image simple, pour faire une comparaison simple, se rapproche de l'arrangement musical, en fait. C'est que vraiment, on a d'un côté ce qu'on voit en premier, c'est ce rythme qui est créé par le déroulé des images. Et ensuite, on a cette composition subtile du texte qui vient naviguer entre les photographies. Vraiment, c'est ça qui nous conduit. Et j'espère qu'on va pouvoir explorer beaucoup de manières différentes de faire coïncider les deux récits euh, en multipliant les initiatives et les expériences avec des autrices et des photographes. Voilà comment, pour l'instant, je conçois la, la mise en forme de cette collection qui crée une contrainte, mais j'espère qu'à l'intérieur de cette contrainte, on libère toutes les possibilités. Voilà. Alors, votre conception, Eric, en effet, va de pair avec ma future question sur l'articulation des textes entre l'articulation des textes et des photos. J'aimerais savoir pour vous trois, quel est l'impact d'une photo sur un lecteur ou même sur vous-même en pleine lecture. Est-ce qu'il y a eu des études en ce sens sur le regard porté sur le texte ou sur la photo? Est-ce que pour vous, c'est davantage une respiration, un silence? Est-ce que c'est une soupape? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui coupe la lecture et qui permet de continuer quand même le récit? Comment vous envisagez les choses de manière extrêmement académique, en tout cas dans le sens où j'aimerais connaître vos petites habitudes, vos manières de fonctionner en tant que lecteur, mais également en tant qu'éditeur. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus sur le fait d'articuler les deux de manière à ce que le lecteur, en effet, comme le dit Eric, continue à tourner les pages et permette aussi, à un certain moment peut-être, de respirer si les propos, vous avez tous des récits extrêmement intimes, que ce soit sur un lieu ou sur une raison familiale, en tout cas de l'intimité familiale. Est-ce que pour vous, la photo a ce rôle-là? Je peux répondre pour l'autre fille, peut-être, parce que sur le livre composé des photographies de Nadège Fago par rapport au texte initial d'Annie Ernaux, pour mettre en forme l'ouvrage, on a essayé toutes sortes de façons qui n'étaient pas très concluantes. Et finalement, on s'est dit, on va écouter Annie Ernaux ensemble, l'autrice Lorraine qui travaille avec moi sur l'édition et moi. Et donc, on a écouté Annie Ernaux lire son texte. On avait l'enregistrement. On avait étalé sur la table l'ensemble des photographies potentielles. Et au fur et à mesure du déroulé de cette écoute, on a placé les photographies. On l'a fait vraiment en un seul
coup. Après, ça s'est évidemment ajusté par rapport à la maquette et au calibrage du texte. Mais cette première narration nous a, comment dire, satisfait tous les trois assez vite. Et bien sûr, on s'arrêtait en chemin, mais voilà. Et donc, c'est de l'ordre, je pense, évidemment, c'est à la fois une intuition et une arithmétique. C'est-à-dire qu'il y a l'intuition que l'image qu'on choisit, qui est extraite par le photographe, la photographe du hasard de sa vie, elle vient juste résonner avec le moment d'écriture, qui est dans la page qui peut faire face ou qui a été annoncée une ou deux pages précédemment. Donc ça c'est vraiment subtil et très difficile à formuler au sens mathématique des choses, mais euh, c'est de l'ordre d'une intuition raisonnée. Voilà. Et, et ça va dérouler comme ça. Il faut jamais oublier que sur un livre, texte et photographie, le lecteur, dans une première approche, va regarder que les photographies. Donc, il faut déjà que le récit photographique, ou qu'on appelle souvent narration, existe en tant que tel, avec une continuité, bon, un début, un suspense et une fin, qui fassent en sorte qu'ils se disent, j'ai absolument besoin, envie, c'est vital, de lire le texte qui accompagne, c'est pas qui accompagne, bien sûr, c'est un abus de langage, qui est parallèle. Voilà. Donc, Alors, toute la difficulté est de défier cette équation arithmétique. Il faut que les parallèles se touchent au fur et à mesure de la lecture du livre, entre le texte et l'image pendant toute la lecture. et la question, je la pose également à Céline, même si ça paraît pas forcément évident, mais en réalité, je me suis posé la question, Céline, si vous auriez pu placer la photographie en fin d'ouvrage pour que le lecteur fasse son chemin, s'imagine quelque chose et qu'ensuite, à la fin, il découvre le résultat final, comme un livre adapté au cinéma, par exemple. Est-ce qu'il a été question aussi de cela? Quel est le rôle du placement de la photographie aussi au début du livre? Parce que sincèrement, on a envie de quasiment plus la quitter, cette photographie, dès le début du livre. Ça pourrait arrêter le lecteur. Mais on peut ne plus la quitter parce que on peut la détacher Oui, c'est vrai, c'est et vrai, parcourir le livre en regardant l'image. c'est On vrai. peut également la mettre devant une... Bon, là, j'ai pas ce qu'il faut derrière moi, mais devant une source lumineuse ou sur une fenêtre pour la regarder. Et je pense que le livre aurait été tout à fait autre en plaçant l'image à la fin, parce que vraiment, c'est l'image choisie qui est le moteur du récit. Donc l'idée, c'est... Enfin, ça aurait pu être ça, hein, de le mettre à la fin, mais l'idée, c'est pas de deviner quelle image a fait naître le texte, c'est plutôt à partir d'une seule image fixe, qui était un choix aussi très fort pour la collection. C'est-à-dire que devant le déversement d'images de notre société contemporaine, l'idée a été de s'attacher à une seule image. Ce qui était, voilà, euh, avec du recul, au tout début, on s'est dit c'est un peu risqué, mais on préfère prendre ce risque, c'est-à-dire vraiment s'attacher au pouvoir d'une seule image. Euh, et donc, à la lecture, en fait, vous verrez des différents textes, on part dans des directions très différentes. Pour Marie Cosnay, c'est une photo du port d'Alger. Euh, c'est une ouverture, en fait, sur ce que représente aujourd'hui la mer Méditerranée, ce qu'elle a toujours été, un lieu où on pouvait tisser des relations, faire du commerce, mais aussi, principalement aujourd'hui, une mer qui sépare et qui tue. Elle fait des allers-retours entre le présent et le passé sur l'histoire de Barberousse. Euh, pour Patrick Boucheron, les colonnes de San Lorenzo, il se souvient sa jeunesse et les études qu'il y a faites. Et à partir de là, il remonte dans l'histoire, il fait un croisement d'histoire personnelle et d'histoire de cette ville à Milan. Pour Amélie Lucagari, c'est l'image de deux féticheuses au Bénin, donc l'ancien Dahomey. Et en fait,
elle le raconte dans le début de son texte. En fait, elle ne sait pas quelle image choisir. Et c'est le regard d'une des personnes sur les photos, donc une photo qui date de 1913, qui l'interpelle et elle se dit, mais en fait, c'est cette personne qui m'a choisi. C'est pas cette personne, c'est l'image de cette personne qui m'a choisi, c'est son regard. Donc, c'était très important de l'avoir dès le début. Et juste pour finir, le quatrième ouvrage qu'on vient de sortir, Envolée, de Marceline Delbecq, c'est la première fois qu'on reproduit, du coup, c'est un photogramme issu d'une pellicule 35 mm, où en fait, elle a retrouvé 25 secondes d'archives filmiques de sa grand-mère qui pose dans les jardins du musée Albert Kahn. Donc, c'est 1919. Donc là, on a une autrice qui a, voilà, à la fois bon, son métier, elle écrit beaucoup sur les images, à partir d'images, mais cet exercice-là était un peu particulier parce que c'est lié en ça, ça fait un clin d'œil à la collection de David, même si l'objet de Fléchette est très différent. C'est qu'en fait, elle a écrit sur la recherche des images de sa grand-mère. 25 secondes de film, une autochrome par-ci, une image par-là. Donc voilà, pour boucler la boucle et j'espère avoir répondu à votre question, placer l'image en fait en tout début de manière finalement très sobre. C'est une image qu'on peut certes détacher, qui rappelle les cahiers peut-être botaniques ou euh, du corps humain à l'ancienne. Voilà, donc il y a un soin attaché à la reproduction, mais c'est vraiment deux langages la photographie et la littérature sont deux langages qui, pour moi, s'entremêlent. Alors, avec Fléchette, ils sont séparés, l'un introduit l'autre, on va dire. Mais en général, dans les ouvrages que je publie au sein de la maison Sonson, euh, l'idée est vraiment, ce n'est pas la photographie est une respiration ou une illustration, le texte n'est pas une légende, c'est vraiment deux langages qui viennent se compléter, qui viennent euh, euh, comment dire, toucher des extrêmes, parfois ne se rejoignent jamais. Mais voilà, c'est deux langages qui s'entremêlent, me semble-t-il. Alors, il y a une question d'Agnès. Je ne sais pas si c'est pour Céline. La démarche du choix de la photo est très touchante. C'est toujours l'écrivain qui choisit. Est-ce que c'est l'écrivain qui choisit? Oui, entièrement. On n'a aucun. On peut être en discussion avec les auteurs, évidemment, mais c'est vraiment une carte blanche totale. C'est vraiment vous choisissez une image, vous produisez un texte. Et le texte peut faire entre une trentaine de pages jusqu'à environ 80 ou une centaine de pages. Donc, c'est vraiment une carte blanche. Donc, pour rejoindre votre question, Anthony, c'est qu'avant même l'apparition du texte, la surprise de la direction qu'a prise l'auteur, c'est la surprise de l'image choisie Il est et, vrai. et de l'histoire de l'image et de la légende de l'image, La légende de l'image qui est déjà un texte en soi, qui est déjà de la littérature. qui est déjà la littérature et qui est donc à l'arrière. Donc, il y a la photo en première page et en fait, juste derrière, donc en regard du texte, il y a déjà cette légende qui vient situer un lieu, un opérateur, donc le photographe, un des 12 photographes d'Albert Kahn, auteur de la photographie, la légende d'époque et éventuellement la légende révisée par les musées. Donc en fait, c'est assez épuré, mais c'est déjà des indices. On est bien d'accord. David, c'est à toi. Par rapport à Et ce... Alors, c'était en effet, je ne sais plus si tu te rappelles de ma question, mais c'était cette articulation puis, du texte et des photos où mm, dans les textes de la main d'Onne, il y a aussi, on parlera peut-être de cela avec Eric, sur le vide que vous insérez aussi dans le livre pour peut-être que le lecteur puisse écrire, je ne sais pas, mais il y a aussi du vide pour qu'on puisse... euh, je pense que c'est pour ça. Je ne sais pas, vous allez peut-être me répondre à autre chose, mais on laisse souvent du vide, notamment en poésie,
pour que le lecteur puisse écrire, s'en aller à peut-être des souvenirs personnels aussi. Pourquoi ce vide-là et pourquoi cette articulation du texte avec cette photo que vous intercalez entre les deux parties du texte, le texte qui continue à chaque fois de s'écrire? Alors, juste pour revenir sur la question que tu posais, qui était intéressante, c'était de se demander finalement, quel était l'objet d'une photographie dans un livre de texte? Est-ce que c'était un moment de respiration? Alors nous, j'ai envie de dire que éditeur photo, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire dans un livre de 150 pages, 160 pages, où on a quasiment que de l'image, et où on raconte quelque chose avec l'image, on peut faire intervenir à certains moments du texte. Moi, c'est ce que j'ai fait dans plusieurs de mes livres, c'est-à-dire qu'après une séquence, je dis n'importe quoi, de 32 pages, par exemple, il y a un texte qui va arriver, qui va pas être un texte illustratif. De la même façon que dans un texte de littérature, on peut faire intervenir des images. En tout cas, ce qui me paraît vraiment important quand on va lier ces deux types d'écriture, c'est que on ne soit pas comme dans le livre jeunesse d'il y a 50 ans, c'est-à-dire dans quelque chose qui soit redondant ou simplement illustratif. C'est-à-dire qu'avant, dans les bouquins jeunesse, il y avait le texte, et puis il y avait une image qui illustrait ce qui était directement raconté dans le texte. Ça n'a pas le moindre intérêt. L'idée, c'est que justement, quand on s'ingénue à intégrer dans un beau livre de la photographie, une écriture photographique et du texte, bah, de la même façon que dans un texte, on sait que c'est important de lire entre les lignes. Je me souviens d'une rencontre avec Hubert Mangarelli qui parlait, par exemple, de je ne sais plus quel de ses romans, mais qui disait, voilà, quand je parle de la neige et d'une rivière qui coule comme ça entre deux rives pleines de neige, je parle pas, finalement, je parle pas de l'eau qui coule, je parle d'autre chose. De la même façon, quand un photographe montre une forêt, par exemple, il ne parle pas que des arbres. Donc, il y a quelque chose, comme on arrive à lire entre les lignes avec la photographie, il y a quelque chose qui nous amène à voir au-delà de ce qui est montré par la photographie. Donc, moi, je fais vraiment entre littérature photographique et littérature littéraire, avec des textes, je fais vraiment qu'il y a des similitudes qui sont frappantes. Donc, de les mettre l'un en face de l'autre dans un livre, bah, l'idée, ça sera justement d'éviter à tout prix d'être dans la redondance ou dans l'illustration. Alors, pour la collection Poursuite et Ricochet, la question ne se pose pas vraiment, puisque on travaille à partir de photos qui sont déjà existantes, des photos de famille. Donc, l'idée, c'est à chaque fois de pouvoir justement montrer la photographie. J'en prends une tout de suite qui arrive. Voilà, par exemple, ce texte de Guillaume Jeunesse qui s'appelle Marilyn Forever, c'est un texte très court, d'autres sont beaucoup plus longs, hein, donc vont faire plusieurs pages. On a l'image qui a été récupérée dans la collection de Guillaume Jeunesse, qui représente finalement lui bébé dans les bras de sa mère qui a eu une paralysie faciale pendant quelques semaines à l'issue de son accouchement et qui a déchiré en fait toutes les photos de elle au moment de l'accouchement. Donc, il écrit un petit texte dessus, qu'il l'amène d'ailleurs à sa mère, et qui lui a dit, eh ben, elle est pas mal cette photo, mais tu as eu raison de la déchirer. Elle avait oublié que c'était elle qui avait fait ce geste. Donc, il y a quelque chose qui se trame autour toujours de l'objet de la photo de famille. Donc, la place là de la photo, bah, c'était simplement voilà, choisir une photo et à partir de cette photo, écrire un texte. Donc, on n'allait pas rassembler les images au milieu du livre, par exemple, ou les mettre à la fin. Ça n'avait pas de sens. C'était que le lecteur, finalement, soit un peu dans la même position que l'auteur, qui se retrouve face à cette image et qui va se poser des questions sur cette image, qui va interroger l'image avec tout ce que ça peut avoir de secrets de famille parfois, de manque de connaissances, d'imagination, de fantasmes un peu sur toutes ces images. Et chacun va le faire de façon très différente, donc avec des textes parfois très courts, comme celui de Guillaume Jeunesse pour cette image-là, parfois des textes qui vont faire 3 pages pour Marie-Hélène Lafont, et pour d'autres qui vont arriver, Françoise Huguier, Bernard Plossu ou Emmanuel Lambert, ça sera encore une autre forme d'écriture. Et, Oui, Céline. j'aimerais rajouter pour Fléchette l'idée de faire écrire des auteurs à partir d'une image, rappelant que l'entreprise d'Albert Kahn était de photographier le monde avant qu'il ne disparaisse. Et donc, à 100 ans d'écart,
on propose à des auteurs de s'emparer d'images qui avaient donc été prises dans cette idée, le monde disparaissait, et ce monde-là a en effet disparu. Et l'idée était de créer un contrepoint, un choc, une réaction au fait que nous assistons tous à nos mondes, à des mondes qui disparaissent et qui se défont. Donc voilà, c'était l'idée de ce que peut produire une image comme réflexion, comme sentiment, et puis comme production littéraire. Voilà, c'était une petite Et en effet, il ajout. fallait le préciser. Alors, je vois que le temps tourne, il va falloir qu'on parle des ouvrages de manière plus précise aussi pour que tout le monde puisse voir à quel point vos choix sont éclectiques. Donc, on va commencer avec Eric, avec l'autre fille d'Annie Ernaux, qui a pour objet donc les photographies de Nadège Fago, Fago ou Fagou, je ne sais plus. Fago. Fago, et La Maison sans toi d'Hélène Gechtern, mise en photo par Laure Samama. J'aimerais que vous nous parliez de ces deux textes qui, en effet, la qualité des photos est assez incroyable. On parlera peut-être tout à l'heure, si on a encore un petit peu de temps, sur le coût et les difficultés d'un éditeur Lité Photo pour exister en librairie et pour avoir une qualité d'ouvrage aussi importante par rapport au prix que vous mettez en place. Je pense que c'est aussi une question crucial pour vous en tant qu'éditeur et également de manière un petit peu plus minime en tant que lecteur. J'aimerais que vous nous parliez de ces deux ouvrages et ensuite Laetitia pourra nous lire un extrait de La Maison sans toi. Donc en fait, les deux ouvrages ont une histoire totalement différente l'un et l'autre. L'autre fille, c'est issu d'une correspondance assez longue et qui continue entre Nadège Fago et Annie Ernaux euh, à partir de 2011 à peu près, c'est-à-dire la sortie de la première version de l'autre fille, uniquement textuelle, juste avec 4 images noir et blanc à l'époque, chez Neil, 4 images noir et blanc qui étaient juste des repérages de lieux dont Annie Ernaux parlait dans l'ouvrage. Annie Ernaux qui aime toujours la photographie, hein, qui accompagne, je crois, euh, sa façon d'écrire. Et à l'époque, Nadège Fago était en résidence photographique dans un lieu tout à fait particulier qui est une partie de l'ancien hôpital, enfin, qui est toujours un hôpital, on appelle ça un établissement public de santé mentale maintenant, mais de l'ancien hôpital psychiatrique de Bailleul, partie abandonnée. Et coïncidence des temps, c'était dans cette partie abandonnée qu'il y a maintenant à peine 10 ans, on a appris justement que Nadja était, la vraie Nadja, Léona Delcourt, était décédée dans cette partie abandonnée. À l'époque, Nadège, qui adore aussi Nadja, ne le savait pas, et elle a travaillé sur des personnages qui évoquaient l'absence, la disparition, l'invisible dans ce lieu si vibrant pour elle de ce qu'elle avait l'intention de transmettre. Un peu comme dans un rêve, en fait, mais un rêve dont chaque personnage est très évocateur. Et en rentrant chez elle, à l'issue d'une de ces journées de la résidence, elle entend Annie Ernaux à la radio. Et Annie Ernaux parle de ce livre qu'elle vient de faire paraître, qui est pour la première fois une adresse directe à quelqu'un d'autre. Annie Ernaux s'adresse toujours, bien sûr, parce que le texte est vivant, s'adresse à sa sœur, euh, disparue avant sa naissance, avant la naissance d'Annie Ernaux, sans qu'elle n'en connaisse l'existence, jusqu'à une révélation tout à fait insolite et certainement pas, comment dire, volontaire de sa mère qui, parlant avec une de ses voisines, évoque cette sœur aînée malheureusement en disant à la voisine, bah, les termes ne sont pas exacts, hein, on les retrouverait dans le livre, mais elle était beaucoup plus gentille que celle-là qui est en train de jouer pas loin
et qui a les oreilles toutes grandes ouvertes. Et comme souvent, on peut croire entre adultes que les enfants n'écoutent ou écoutent, mais ne comprennent pas. Donc, étrangement, c'est donc presque un voyage à la source de la naissance de l'œuvre d'Annie Ernaux, en fait, qu'on fait avec cet ouvrage. C'était en quelque sorte la pierre manquante à l'échafaudage extraordinaire de son œuvre. Et, euh, et elle dit bien à un moment, les termes là aussi ne sont pas exacts, mais voilà, qu'elle écrit en quelque sorte pour la remplacer. Et Nadège, donc, entendant à la radio Annie Ernaux parler de son livre, lui écrit dans la foulée, euh, par l'intermédiaire de son éditrice, qui va lui transmettre la lettre et quelques photos que Nadège a envoyées. Et la correspondance entre les deux autrices va commencer à partir de ce moment-là. Donc voilà, Nadège va lui présenter de plus en plus les photos. Annie Ernaux les appréciera de plus en plus. Et tout ça serait resté dans une boîte à chaussures si on n'avait pas eu cette idée de lancer cette collection maintenant, il y a 2 ans, et de proposer à Nadège et à Annie Ernaux de tenter cette édition augmentée, entre guillemets, de cette première lettre à, à sa, à sa sœur disparue. Voilà, donc cet ouvrage est vraiment la reprise et la mise en correspondance intime de 2 matériaux qui existaient déjà. En fait. On a demandé simplement à Nadège, en tant qu'éditeur, de repartir sur les traces d'Annie Ernaux, sur ses lieux d'enfance, pour compléter le corpus photographique et pour permettre d'avoir peut-être un ancrage géographique qui, euh, qui est imperceptible, mais qui fait qu'on se dit qu'Annie a sans doute vu les mêmes choses que Nadège. Voilà, dans le voisinage des 2 maisons où elle habitait enfant. Donc voilà sur cette première expérience. Donc, ce premier ouvrage de la collection. Est-ce que la magie opère toujours dans la collection? Parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une histoire quasiment cinématographique. Est-ce que la magie opère toujours entre le photographe et l'écrivain? Est-ce que c'est aussi le cas pour Hélène Guestern? On essaiera en tout cas de faire en sorte qu'il y ait toujours une magie qui opère de livre en livre. Mais en tout cas, sur le deuxième ouvrage, c'est presque un procédé inverse, c'est-à-dire que là aussi, le tandem existait avant nous. Et donc, c'est Laure Samama, qui est photographe, qui a envoyé une pochette de photographie à la seule écrivaine à qui elle voulait transmettre ses photographies, donc Hélène Gostern, en lui demandant si elle était inspirée par cette séquence de photographie d'une maison apparemment abandonnée, sans lui dire où c'était, sans lui dire dans quelles circonstances ça avait été déserté par les habitants invisibles, et en lui demandant de tenter, comme une détective, de s'approcher d'une forme de réalité à partir de ces images qui étaient juste des indices. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, Hélène s'est embarquée là-dedans avec une précision, une acuité de regard pour être en mesure de creuser ce qu'une image représente et surtout ce qu'une image, c'est pas le terme de représenter que je cherche, c'est ce qu'une image euh, assemble. Et, euh, et ça va très très loin. Je veux dire, ça sera intéressant d'entendre tout à l'heure la lecture parce que elle peut vraiment nous faire une page sur des ustensiles de vaisselle merveilleusement photographiés dans une lumière par l'or et nous faire apprendre quelque chose de la vie des personnes qui sont passées par là et qui maintenant, dont on ne sait pas pendant le livre, le destin. C'est vraiment, on a voulu faire en sorte que ça soit une enquête à la presque
policière, mais on ne va pas chercher les criminels. On essaie de savoir où sont les innocents et voilà, qu'est-ce qu'il en est advenu d'eux. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment une enquête à l'envers aussi. Et c'est très intéressant de voir comment ce tandem euh, a évolué dans le temps, parce que nous, en coulisses, on a demandé alors de retourner là-bas, faire des photos supplémentaires. Et là-bas, c'était quand même assez loin. C'était au Mexique. Et faire une dernière série où, en quelque sorte, la végétation, qui est finalement la vraie maîtresse de tout ce qui nous arrive, la végétation reprend le dessus sur le construit et voilà, va recréer petit à petit le retour à la terre, le retour à la cendre. Voilà, c'est un livre qui s'inscrit presque aussi dans ce regard métaphysique sur voilà, le temps. Eh bien, on va entendre donc la lecture de Laetitia pour ce texte-là, pour le texte d'Hélène Guestern. Peu à peu, de photo en photo, pierres et feuilles se rapprochent, celle-ci occultant celle-là. Sur une des photographies, le mur semble une trouée, un œil ouvert à grand-peine, au milieu des herbes et du feuillage des arbres. L'optique donnant l'illusion que les deux strates végétales se touchent. Même la couleur du bâti, ce blanc chaulé qu'on retrouve partout dans la maison, voit son intégrité peu à peu entamée, puis niée. Sur le plan horizontal, par l'humidité qui monte du sol, le faisant virer à l'ocre doux. Sur le plan vertical, par des coulées de pluie brunâtres, sèches et fines, qui le traversent de haut en bas et évoquent des traits de pinceau nerveux. Cette dialectique s'épure et se radicalise au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'espace habité. Combien triste alors paraissent la gazinière rouillée, la plaque de fibrociment, les panneaux de bois d'un meuble démonté. Derrière l'alignement des graminées, des plantes anarchiquement levées comme de la mauvaise herbe. Leurs feuilles mêlées, qui confondent leurs formes rondes, triangulaires ou effilées, n'ont même plus l'excuse des fleurs. C'est une végétation d'occupation. Le signe qu'aucune main n'est plus là pour en débarrasser les abords de la maison. Et que dire d'un détail, minuscule, presque invisible, mais combien révélateur. Les tiges et les feuilles qui ont commencé à courir au sol de la pièce centrale, s'insinuant dans le pas de porte, tels des serpents, voisinant avec les objets de la vie quotidienne qu'elles ne vont pas tarder à enserrer de leur fatale étreinte. Oui, dans ces photographies, le vert naturel, éclatant, viride, finit par jaillir de partout. De la terre, d'où se lèvent les espèces sauvages, des murs moisis et moussus, du ciel aussi, avec les frondaisons des arbres de plus en plus hardis qui redescendent en cascade. Et même si c'est un combat de longue haleine, avec des escarmouches, des épiphénomènes, cette branche d'arbre cassé qui semble jaillir directement du cardan de la voiture, on en connaît déjà l'issue. La maison démembrée et privée de toit est en train de subir une formidable mendication végétale, une digestion par la forêt dont on sait qu'elle finira par l'engloutir. Les espèces grimpantes s'agripperont aux murs et décelleront pierre à pierre les moellons et les briques. Les racines des arbres attaqueront les fondations et feront s'écrouler les pans de murs encore debout, pendant que les plantes effaceront petit à petit les objets posés au sol, déposant sur eux un couvercle de feuillage, de mousse et d'humus, leur humidité insinuée en eux jusqu'à la pourriture finale.
Ces photographies m'évoquent un fantasme parfois mis en scène dans les films d'anticipation ou les documentaires. Celui des lieux urbains rendus à la nature, quand les troncs d'arbres percent le ciment des parkings et le soulèvent par plaques, et que l'orgueil des édifices, arcs de triomphe, gratte-ciel et mausolées est implacablement défait par sa puissance joyeuse, implacable et désordonnée. Mais du moins cette lutte-là, dans sa beauté millénaire et immémoriale, est-elle porteuse, contrairement à la sordide brutalité des mitrailleurs et des pillards, d'une intrinsèque noblesse. Elle oppose des forces qui, en certaines occasions, jouent à égalité. À la lente puissance végétale, mécanique et insinuante, répond la patience méthodique de celui qui arrache les arbrisseaux, taille, coupe et élague. À la volonté brute de la nature, l'intelligence humaine qui l'utilise pour en tirer sa subsistance et son abri. Si elle n'en avait pas été chassée, je crois que la famille qui vivait ici aurait pu y rester longtemps, protégée par la chaude hospitalité de la jungle. Merci Laetitia. On a beaucoup de chance d'avoir une si belle lecture et on comprend à quel point c'est un véritable métier. Quel plaisir de vous écouter, Laetitia. Merci infiniment. Merci, merci beaucoup. Et on va avoir la chance d'avoir deux autres lectures sur deux textes des éditions Simpson et de la main d'Onne. Et on a hâte de vous écouter à nouveau. Alors justement, les éditions La main d'Onne, tout à l'heure vous aviez parlé, David, du texte de Marie-Hélène et un petit peu du texte de Guillaume. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus et notamment sur sur l'effet que ça vous a fait également de trouver ces photos de famille et notamment sur leur conservation. Je me suis rendu compte que certaines photos sont conservées avec un élastique, d'autres avec mises côte à côte. Rares sont celles qui sont dans des albums photos. Et j'ai été à la fois surpris peut-être de ce mode de conservation. J'aimerais que vous nous parliez aussi de votre ressenti quand vous avez vu ces photos de famille, parce que clairement, celles de Marie-Hélène Lafont, du père de Marie-Hélène Lafont, sont assez incroyables dans le sens où on a l'impression que c'est Marie-Hélène Lafont. On a l'impression que son père est Marie-Hélène Lafont, qu'elle n'est là en réalité comme une sorte de travestissement. Eh bien non, c'est bien son père. C'est assez fascinant de voir la gémellité que les deux ont. Et j'aimerais que vous nous parliez de ça parce que vous avez dû aussi être surpris de voir une telle ressemblance et de voir à quel point elle pouvait évidemment aussi bien en parler, mais ça, ce n'est plus à prouver. On sait à quel point son talent est immense. Oui, bah pour revenir sur Marie-Hélène, c'est vrai que c'est assez frappant et tout le monde le remarque, la ressemblance qu'il y a entre Marie-Hélène et son père. Pas la coiffure, pas la chevelure, mais en tout cas tous les traits du visage. Euh, Ça a été une sorte d'enquête en fait avec Marie-Hélène. Moi, je suis monté pour travailler avec elle une après-midi à Paris, chez elle. Elle a disposé toutes les images qu'elle avait comme ça sur la table et elle avait décrété que de toute façon, ça serait pas elle qui ferait le choix des images, que elle, c'était les mots et que les images, ça serait moi. Bon, elle le pensait pas du tout, puisque de toute façon, de partir des images, des objets images, ou de partir des images qu'on a dans la tête, finalement, le travail de littérature est le même, quoi. Et c'était assez amusant parce qu'en fait, c'est aussi là que j'ai vu un petit peu quelle était la base de création autour de ce livre de Marie-Hélène, c'est-à-dire que en fait, il n'y avait que des questions avec ces images, quoi. Il n'y avait que des questions. Il fallait décrypter ces images qui ne sont pas grandes à la base, hein. C'est des petites images qui font 5 cm sur 8 cm avec les bords crénelés. Et il fallait mener une sorte d'enquête, même si elle veut bien préciser à chaque fois son livre n'est pas un livre d'enquête et qu'elle n'a pas voulu aller chercher des informations auprès de ceux qui pouvaient les avoir, comme son oncle, par exemple. Mais ça a été un travail où il a fallu regarder toutes les images, essayer de reconnaître aussi quelles étaient les figures qu'on pouvait retrouver d'une image à l'autre. Cette femme qui est à côté de son père sur la plage, est-ce que ce ne serait pas cette autre femme qu'on voit sur une autre image
avec un compagnon de chambrée. Cet ami, donc c'était pendant le service militaire du père de Marie-Hélène qu'il a fait pendant les événements d'Algérie, mais lui était planqué, comme elle le dit, au Maroc. Il était le jardinier du colonel. Quelle était l'histoire de de ce compagnon qui revient 5-6 fois sur la photo, que Marie-Hélène a trouvé magnifique, et sur lequel elle a inventé une histoire. Et finalement, elle parle de son père, mais elle parle aussi de toutes ces questions pour lesquelles elle n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette femme qui revient sur les photos a été la femme de son père? Finalement, elle n'en a aucune preuve. Est-ce que ce compagnon, cet ami qui revient sur plusieurs images, a été quelqu'un de proche? Est-ce que son père a continué à avoir des rapports avec? Elle voit son père sur un vélo. Son père n'a jamais fait de vélo quand il est revenu sur le Cantal. Elle voit son père à la plage. Son père n'a jamais neigé, n'a jamais nagé, ne s'est jamais mis en maillot de bain devant quiconque. Donc finalement, il y avait quelque chose qui tenait de l'interrogation, qui tenait de l'étonnement, voire de l'ébahissement. Et c'était étrange de voir comment, voilà, on a sur ces 25 images qu'elle avait, comment on a fait le choix de 11 images qui finalement racontent justement en négatif tout ce que son père était quand elle l'a connu. Et c'est vraiment un livre qui fait la balance sans arrêt entre avant, après, c'est-à-dire un pays chaud qu'est le Maroc, un pays chaud avec la mer et le sable, un pays froid, le Cantal, en moyenne montagne, une sorte d'insouciance dans la vie, toujours en train de rire, finalement de travailler très peu en tant que jardinier du colonel. Et après, son père a passé sa vie à travailler en moyenne montagne, dans le froid. Quelqu'un qui était très souriant, qui s'amusait, qui était très social, alors que ça a été elle a connu le personnage inverse. Donc c'est toujours un livre qui, de chapitre en chapitre, il y a quand même quelque chose qui est assez léger au début, comme une sorte d'invite à l'idée que son père, finalement, a pu être heureux dans sa vie. Et plus on va dans les textes, plus elle parle aussi finalement de ce qu'elle a connu de son père. Donc il y a une dramaturgie presque dans l'ordre des textes qui est vraiment importante dans ce livre-là. Et il y a toujours ces thématiques que sont l'absence, le silence, l'angoisse aussi. Cette thématique qu'elle tisse, qu'elle forge à travers ses liens familiaux dans ses romans. On a Mm. l'impression que ce texte-là, il est totalement intégré à son œuvre, en fait. C'est ça Mais qui elle est parlait déjà intéressant. de ces images dans Les Derniers Indiens, par exemple. Donc, Ouais. c'est un bouquin, je ne sais plus dans quelle année il est paru, mais elle en parlait dans plusieurs de ses livres. Elle parlait de ces photos qu'elle avait plus ou moins en tête, déjà, de son père au Maroc. Elle en parle dans Les Sources. Le deuxième chapitre des Sources sur le père est complètement centré sur tout ce qu'elle a pu imaginer de cette vie, justement, avant au Maroc. Donc, il y a quelque chose qui cristallise dans Les Sources et dans ce livre-là, qui est un petit peu l'envers du décor, j'ai envie de dire, elle part des images, et c'est la première fois qu'elle dit je. Elle l'avait dit dans le texte édité par Céline, dans Où sont les hommes, justement, dans la collection Fléchette. Mais là, elle parle vraiment de ses photos de famille, et c'est la première fois qu'elle dit je. Même si tout ce qu'elle dit n'est peut-être pas autobiographique, et c'est surtout pas le sujet de Marie-Hélène, de toute façon. Mais c'est la première fois qu'elle dit je, donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus frontal que dans toutes ces œuvres, même si on peut lire, encore une fois, derrière le texte, tous ces sujets qui irriguent son œuvre depuis le début, et c'est pas fini. Et quant au livre de Guillaume Geneste, tout autour de la photographie, on est sur un autre domaine, mais c'est aussi les prémices de la photographie qui sont évoquées dès le début du livre. J'aimerais que vous nous parliez aussi de ça, de ce choix-là, d'utiliser. Alors, il y a des photos d'ailleurs, il y a une ressemblance forte avec le père de Marie-Hélène Lafont sur une des photos, page 34. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais on a l'impression que ces hommes-là se ressemblaient beaucoup. Est-ce que c'était la photographie qui les faisait ressembler? Je ne sais pas. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des fortes similitudes avec l'ouvrage de Marie-Hélène. Oui, parce que alors sur cette photo-là, c'est une photographie du père de Guillaume Geneste pendant qu'il était pendant la fin de la guerre d'Algérie. Il a participé pendant 4 mois à la guerre d'Algérie et ça a été quelque chose qui était relativement secret. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'au début, on lançait il devait y avoir 3 titres à cette collection. Il devait également y avoir un titre d'Éric Caravaca.
Et Eric Caravaca, c'est un acteur et le réalisateur d'un film documentaire qui s'appelle Carré 35, qui est très beau sur un secret de famille et qui se passe au Maroc, lui aussi. Donc il y a toujours bon, cette histoire que finalement presque chacun a dans sa famille de la guerre d'Algérie et de la colonisation de l'Afrique du Nord par la France. Donc il y a quelque chose, oui, c'est assez amusant de voir que de titre en titre, eh ben, il y a toujours un moment où on retrouve quelque chose qui a à voir avec la guerre d'Algérie, la colonisation. Après, ce qui lui ressemblait, ça, je me suis pas posé la question. J'ai vraiment, voilà, je me suis pas, j'ai tellement vu que le père de Marie-Hélène Lafont ressemblait à Marie-Hélène Lafont que je me suis pas amusé à faire des liens entre le père de Guillaume Geneste et le père de Marie-Hélène Lafont. Et c'est vrai que Guillaume, donc, c'est quelqu'un qui travaille l'objet photographie, c'est-à-dire qu'il est derrière un agrandisseur ou travaille aussi sur le numérique, derrière un écran. Mais la finalité de son travail, c'est finalement d'avoir une image qui soit sur un papier, que ce soit pour mettre sur les 6 messes d'un musée ou pour mettre dans un livre. Donc, la matérialité de l'objet est d'autant plus importante dans le livre de Guillaume. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, comme je vous montrais, par exemple, avec cette image qui a été coupée, déchirée de façon rageuse par la mère de Guillaume, et puis oubliée ensuite. Mais ça peut être aussi la plaque de verre, ça peut être l'image qui avait été, c'est le cas, je crois, pour sa photo sur la galerie d'Algérie, Crantelet, qui avait été emballé avec d'autres images avec un élastique et qu'on la marque de cet élastique. Donc toutes les traces, les marques qui existent sur ces photos racontent autant finalement que ce qu'il y a sur la photo. Qu'est-ce qu'on a fait de cet objet? Qu'est-ce que cet objet est devenu? Où est-ce qu'il a été remisé? Et qu'est-ce qu'il raconte? Quels sont les gens qu'on voit sur la photo? Qu'est-ce qui est raconté par l'histoire de la photographie? Donc il y a vraiment quelque chose dans le livre de Guillaume, quelque chose qui interroge le statut même de la photographie. À quoi sert la photographie? Pourquoi on photographie? Et qu'est-ce qu'on fait de la photographie? Il y a même un arrêt sur image sur une vidéo. C'est aussi Ouais, extrêmement touchant, ouais, mm, ce chapitre-là mm, où un arrêt sur image qui, en effet, est un petit peu flou, mais peu importe. Ce n'est pas ça mm, c'est ça qui touche le lecteur, je pense aussi. mm, Je pense qu'on a tous pensé à un moment donné à ce genre de choses, à vouloir faire un arrêt sur image sur une vidéo pour en extraire une photo. Alors aujourd'hui, c'est possible, mais il y a 50 ans, c'était un petit peu moins évident. C'est un ouvrage extrêmement touchant, comme celui de Marie-Hélène, mais avec peut-être encore moins de distance, avec une distance plus acérée pour mm. Guillaume Jeunesse. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il dit des choses. Bon, déjà, chaque texte est écrit avec on va dire, un angle différent. Alors, je ne veux pas parler de l'Oulipo, on n'en est pas là quand même, mais il s'est donné des contraintes formelles différentes pour chacun de ces textes. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un mur de texte de 3 pages qui ne sont qu'une énumération de noms de gens de sa famille, de professions, de dates de naissance et de dates de mort, comme si à un moment aussi c'était important de pouvoir redonner des noms à des personnes qui sont plus là et redonner une visibilité à des gens qui sont sur une image. Et ça peut être aussi un entretien, un échange de mails qu'il peut avoir avec sa mère, comme un texte très touchant, voilà, sur un de ses amis qui faisait de la photographie, qui est mort à 18 ans dans la 2 chevaux que ses parents venaient de lui acheter, et qui faisait de la photographie et qui, quand Guillaume récupère son matériel photographique, plusieurs mois après, se rend compte qu'il y avait une bobine qui était insérée dans l'appareil photo. Il développe cette bobine et d'une certaine façon, son ami revient parmi les vivants par l'intermédiaire de ces photos. Donc il y a des choses qui sont complètement, des textes qui sont vraiment très bien écrits, très intelligents et qui parlent de façon très intime et très avec les tripes, j'ai envie de dire, parce qu'il le dit lui-même dans un de ses textes, de ce qui se passe quand on regarde en arrière sur les photos de famille. Eh bien, on va voir ça donc avec la lecture de Laetitia, des 2 textes, je crois, un texte plutôt court pour Guillaume Geneste et le chapitre La robe pour Marie-Hélène Lafont. Tout autour de la photographie. Tout autour de la photographie, il y a l'absence. L'absence de celles et ceux qui ne sont plus là, pour nous dire qui figure sur la photographie. Tout autour de la photographie, il y a le silence.
ce vide abyssal devant lequel nous nous trouvons face au regard de celles et ceux qui ne nous laissent pour mémoire que leur seul visage. Tout autour de la photographie, il y a l'angoisse, celle qui me prend physiquement dans les entrailles de voir et de ne jamais savoir. La robe. Mon père en travesti, ou mon père déguisé, pour le dire moins frontalement. Mon père déguisé en femme, en ménagère, en cuisinière. Jardin, portique, palissade, parterre fleuri. Le décor est posé, et mon père arbore, passé sur sa chemise militaire aux manches retroussées, une singulière robe tablier à bavette, plissée à la taille, cintrée, rayée, qui échappe à toute tentative d'épuisement par la description, mais dont le corsage se tend sur deux petits seins postiches, flagrants et indubitables. Les seins de mon père, la naissance de sa poitrine. Brandie de la main droite, une poêle à frire noire, vide et usagée complète le tableau. Mon père ébauche un sourire. Il a gardé son énorme képi que le soleil incendie, et les épaulettes de sa chemise sont visibles. Dans l'orbe de la robe de mon père s'impose le verbe arborer. Mon père arbore une robe. L'attelage est inédit, et je renacle. Ça me racle le gosier. Ça pourrait ne pas passer, mais ça passe. Ça va passer. Je vais gratter cette phrase, la cracher. Je l'ai crachée. Donc, mon père arbore une robe. Oui, mais une robe ancillaire, une robe de ménagère, de cuisinière, un tablier de cuisine grimé en robe. Mon père jardinier devient cuisinière. Il reste domestique. Il reste au service du colonel. Il fait partie de ces gens, de sa maison au sens où, en d'autres temps, il eût porté livret. Ce qui, dans cette image, creuse un vertige pour la fille de mon père que je suis, relèverait à la fois du genre et de la classe sociale. Mais je peine à démêler les deux registres et ne suis à l'aise ni avec l'un ni avec l'autre. Je cherche la juste place et la bonne distance. Je tends l'oreille, par-delà les décennies entassées, pour entendre les rires et les voix mêlées de jeunes gens lancés dans la parodie et l'ivresse partagée du jeu outrancier. Je voudrais suivre la tangente du rire et de la légèreté, mais ça ne va pas de soi. Ça m'échappe. La plaisanterie m'échappe. Je prends tout gravement et politiquement. L'esprit de sérieux ne me lâche pas. Je ne peux pas faire comme si mon père n'avait pas été, pendant près de 6 décennies, le père qu'il fut. Pas franchement débridé, ni porté sur la rigolade, ni enclin à la plaisanterie. Il ne riait pas, souriait peu, ne jouait pas, ne plaisantait pas. Dans la sphère familiale, il ne témoignait d'aucune aptitude à la joie. Et je crois que la peur fut son véritable métier, la peur de manquer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à finir la fenaison à temps, de ne pas réussir à payer les prochaines échéances des emprunts, la peur de tout, la peur tout le temps. Il n'a vécu délivré de la peur que pendant les 7 derniers mois de sa vie, qu'il passa dans un établissement pour personnes âgées
où il avait été admis après avoir présenté des symptômes accablants de dégénérescence motrice et cognitive. Tout lui échappait. Le temps, ses jambes, les mots de plus de 2 syllabes. Il se défaisait. Et sa peur avec lui. Elle avait coulé. Et mon père était devenu un aimable petit vieillard que je ne connaissais pas et qui eut bientôt cessé de me reconnaître. Cette photo du Maroc, celle-là et les autres, celle-là peut-être un peu plus que les autres, ouvre des brèches que j'espère heureuses ou du moins joyeuses dans la vie du jeune homme qui deviendrait mon père, ce père, le père qu'il fut, vaillant, violent, verrouillé, caparaçonné, amputé de la joie, la peur chevillée au corps comme une maladie contagieuse. Merci, merci Laetitia. La Merci. fameuse chevillée au corps, une spécialité Marie-Hélène Lafont. On reconnaît forcément son vocabulaire et sa manière d'écrire. Merci infiniment. Alors maintenant, on va passer à la collection Fléchettes de chez Sun Sun. D'ailleurs, je vous avais demandé, je crois, au festival Mi-Livre, Mi-Raisin, pourquoi il y avait des poinçons sur la couverture et vous allez nous répondre évidemment. Euh, Assez fascinant aussi comme idée. J'aimerais que vous nous parliez de ces 4 textes qui sont sortis en novembre. Alors, on a beaucoup vu et vu passer en librairie et autres les 4 premiers textes, mais là, il sort 4 nouveaux textes qui viennent de sortir récemment. Je crois que c'est la semaine dernière, ou en tout cas de manière extrêmement récente. J'aimerais que vous nous parliez de ces 4 textes en finissant évidemment par Féticheuse, que Laetitia lira tout à l'heure. J'aimerais que vous nous parliez de ces 4 textes qui sont, vous l'avez dit tout à l'heure, totalement différents, mais avec 4 auteurs et autrices qui sont singuliers, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une plume particulière. J'aimerais que vous nous en parliez, Céline, par rapport à ces 4 nouveaux textes. Vous avez le micro coupé, Céline. Et voilà. C'est bon. Je vais essayer de répondre assez rapidement. Je vois que l'heure tourne et qu'il y a encore de la lecture. Et j'ai une enfant qui m'attend. Euh, En 2 mots, la collection Fléchette tient son nom, et d'où l'explication aussi des petits poinçons en couverture, euh, d'une légende sur Albert Kahn et d'une anecdote d'enfance du directeur de collection Adrien Genoudet. La première sur Albert Kahn, c'est que Albert Kahn et ses opérateurs, euh, il est dit qu'ils se réunissaient et qu'ils lançaient en fait une fléchette sur un planisphère pour décider où allaient les mener leur prochaine mission. L'autre histoire, celle d'Adrien Genoudet et peut-être de certains d'entre nous quand nous étions enfants, c'est de pointer le planisphère du doigt et puis de décider de se transporter simultanément dans ce pays-là, dans cette contrée souvent inconnue. Donc, c'est de là que vient ce titre Fléchette et l'idée qu'à chaque fois, on lance une fléchette. Les cartes blanches, en fait, c'est on lance une fléchette à l'adresse des autrices et auteurs. Et tout simplement pour le... Alors, je ne sais pas si on voit. Bon, On on voit ne voit très bien. pas. On voit très Oui, bien. on voit? OK. Ouais, ouais. En fait, quand on avait travaillé avec Adrien et le graphiste, on s'est dit, bon, les livres vont faire collection par, d'accord, le format, mais on n'a pas envie de mettre de numéros euh, aux ouvrages. On n'a pas envie de, 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 de- de laisser penser que si on n'a pas lu le premier, on ne peut pas aller au cinquième. Enfin, la numérotation, je n'étais pas à l'aise, c'était pas assez précis pour moi. Et on s'est dit qu'en fait, la numérotation, ce serait le nombre de poinçons, donc de traces, comme si une fléchette avait été lancée sur la couverture. Et donc là, on en est à la
Fléchette, donc le dernier ouvrage à 8 poinçons. Voilà pour la petite histoire. Et pour les 4 textes, j'en ai déjà parlé, donc je vais repasser rapidement. Le premier, Envolée de Marceline Delbecq. Alors, son texte a failli rester orphelin, comme elle le dit elle-même. Elle l'a présenté il y a quelques années à Paul Olczakowski et Laurence, donc des éditions POL. C'est lui qui devait éditer son texte. Ils en ont parlé au mois de décembre et en fait, au mois de janvier, Paul décédé. Donc, Marceline est restée avec ce texte, des bribes, des fragments sur l'histoire de sa grand-mère envolée, disparue. Avec Adrien, nous lui avons proposé en fait, de reprendre ce texte et peut-être d'aller chercher d'autres archives euh, euh, au sein du musée Albert Kahn. Et c'est là qu'elle a découvert donc, ce fragment les 25 secondes sur comment dire, de pellicule. Et l'histoire, c'est Marceline Delbecq, donc l'autrice elle-même, qui va à la recherche d'indices sur sa grand-mère, se retrouve dans une salle des ventes à Drouot, c'est ça l'ouverture du texte, et voit l'apparition du portrait de sa grand-mère, 10 secondes, puis paf, le portrait s'en va. Donc on est vraiment sur des fragments, des apparitions, et l'écriture de son texte est aussi fragmentée. C'est peu de phrases en haut de la page. Et l'idée que Marceline voulait insuffler à son texte, c'était que le mouvement du texte lui-même rappelle celui de la projection. Donc les autochromes, premiers procédés couleurs, étaient faits pour être projetés. Donc à la manière de diapositive, l'écriture de son texte vient vraiment rejouer l'obturateur en fait du projecteur. Donc ça, c'est pour Envolée. Les colonnes de San Lorenzo de Patrick Boucheron, j'en ai parlé tout à l'heure. À l'occasion d'une opération de la fovea, de l'œil, Patrick Boucheron se remémore ses jeunes années étudiante à Milan et en fait plonge dans les colonnes de San Lorenzo, qui était un endroit qu'il affectionnait, et en fait se réveille et sait que c'est sur cette image-là qu'il doit écrire. Donc là aussi, ça a été une autre manière d'aborder cette carte blanche, parce que c'est pareil, comme un flashback qui lui a imposé ou proposé la direction de travailler sur les colonnes de San Lorenzo. Et il mêle donc son histoire personnelle, ses nombreux allers-retours avec cette histoire italienne et européenne qui est toujours en guerre, toujours en sortie de conflit ou en entrée de conflit. Donc c'est ce qui est en filigrane dans ce texte. Le livre de Marie Cosnet, Toi et ton frère. Marie Cosnet travaille beaucoup sur son thème cher, porte sur les migrants et les mythes, en s'emparant en fait de la photographie du port d'Alger en 1929. Elle brode en fait tout un récit qui s'inspire du personnage de Barberousse au XVIe siècle, qui était sultan d'Alger. Et à partir de là, elle tire des flèches jusqu'à aujourd'hui pour parler de cet espace de traversée, de voyage et de mort qui représente la mer Méditerranée. Et nous avons appris il y a quelques jours de la direction du musée Albert Kahn que ce qui est assez étonnant, c'est que cette image du port d'Alger, finalement, le contre-champ de cette image est l'image numéro 1 des archives de la planète, le port d'Alger en 1909, et le contre-champ de l'image choisie par Marie Cosnet. Donc, sans le savoir, elle est venue
placer sa flèche, son choix sur ce qui a marqué en fait le début de l'aventure des archives de la planète. Et pour Féticheuse, que j'évoquais aussi tout à l'heure, et on va découvrir avec la lecture faite par Laetitia, l'autrice, alors parle d'elle, elle dit je, évidemment, tout n'est pas réel, c'est une fiction, mais hautement inspirée de sa vie à elle. Nous entraîne avec elle dans la manière et le moment où elle a reçu l'invitation à travailler, à écrire un texte pour la collection Fléchette. Et petit à petit, elle s'éloigne de la fiction, elle s'éloigne du réel et elle bascule totalement dans la fiction et se laisse happer par l'image. Donc là, ça a été voilà, une autre réponse des autres autrices et auteurs qui ont eu un accès plutôt personnel ou intime. Là, Amélie Luca-Gary a cherché et elle le dit dans le texte, à s'éloigner le plus possible de ce qui pourrait la mettre à l'aise, ce qui serait du domaine du connu. Et donc, elle a fait à la manière des fléchettes, comme je le racontais tout à l'heure. Elle a fait tourner le globe, elle a posé son doigt sur le globe. Par 3 fois, elle est tombée dans l'océan. Et la 4e fois, elle est tombée sur le Bénin. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans le moteur de recherche Albert Kahn pour écrire son texte. Je pense que la lecture par Laetitia permettra de... Parfait. Avant la lecture de Laetitia, on va faire une petite photo de groupe comme on en a l'habitude. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Laetitia, c'est à vous pour une dernière lecture pour les féticheuses. Le mail arrive sur mon téléphone le jour des obsèques d'Antoine. Je lis le message allongé en robe noire sur le lit blanc de mon neveu. On m'invite à écrire sur un des autochromes des archives de la planète. Une douleur agréable pointe immédiatement entre mon ventre et mes cuisses. Je m'explique mal comment l'excitation intellectuelle surgit parfois au même endroit que le désir sensuel. Il pleut. On roule jusqu'à la chambre mortuaire. Sur un écran plat fixé au mur, juste au-dessus du corps, défilent des photos du monde en couleurs. Des forêts, des rochers, des plages et des couchers de soleil, des immeubles et des routes, des sommets enneigés, des lacs, des lagons, des fleurs et des montgolfières. La pièce est sombre et solennelle. Il y a quelque chose de laid dans ces images vives, trop saturées. La présence du téléviseur près du cercueil et en même temps, c'est essentiellement poétique. Les verts et les mauves de ces photos numériques crient une révolte. Notre douleur face à la beauté scandaleuse du monde, que la musique atone du diaporama vient contenir. La planète tourne en boucle, comme les photos sur l'écran. Et ça continue quoi qu'il arrive, même si on meurt tous, chacun à notre tour. Ce sont des images libres de droit, sans auteur pour ainsi dire, qui auraient pu être générées par un ordinateur. Elles me touchent ici dans la chambre mortuaire parce qu'elles révèlent combien on aime notre décor, combien la vie vaut, parce que le monde est beau. Je regarde le visage d'Antoine. Il est très différent de celui qu'il avait vivant. Il a l'air plus jeune et serein. Embaumé, il est beau, beaucoup plus solaire qu'il n'était à la fin. Louis dit « Il a maintenant le visage qu'il aurait eu s'il avait vieilli sans encombre. Un poids semble lui avoir été retiré avec la vie.
Je n'avais jamais envisagé que l'âme puisse être lourde, mais on le dit bien du cœur quand on est triste. Louis et son frère ont choisi les vêtements que leur père porte maintenant, et ils ont noué une écharpe rouge autour de son cou. C'est assez inhabituel, presque autant que s'il portait un manteau, comme s'il allait sortir. Mais pour aller où? On dit généralement qu'on entre dans la mort, et on ferme toujours leurs yeux au corps. Un lien se noue immédiatement entre le monde des morts, par l'intermédiaire d'Antoine, et la réactivation de cette archive photographique. Mon inquiétude, mêlée de curiosité pour ce qui a été mais n'est plus, monte vite. Et je réponds oui, avec entrain, un peu honteuse dans un jour pareil de ne pas attendre le lendemain pour manifester ma joie d'écrire un nouveau livre. C'est le 3e cadavre que je vois. Et ce qui me frappe, c'est leur présence outrée à tous. Cet excès tient à leur position allongée, à la disposition centrale du corps au milieu de l'espace, au travail des embaumeurs qui redessinent les volumes, et puis à l'absence de souffle. La différence entre le dormeur et le mort, c'est l'infime mouvement du buste, la respiration calme du sommeil. Le souffle soulève, il allège la chair. C'est ce qui différencie en apparence les êtres des statues. C'est ce qui différencie aussi un reflet d'une photographie. En regardant Antoine, plus qu'à une statue, c'est à une marionnette que je pense, avec l'espoir sans doute qu'une main l'anime à nouveau. Je me dis à la fois que c'est lui et que c'est juste son étui. La vie s'arrête avec le cœur, mais la chair, les cheveux, les ongles, les os ne disparaissent pas instantanément. La persistance du corps dans les jours qui suivent le décès est très troublante, d'autant qu'on ignore ce qu'il en est de la conscience. Je me demande si Louis va photographier son père ici. Je l'imagine mal sortir sa chambre folding dans la chambre mortuaire en présence de toute la famille. Au XIXe siècle, la photographie post-mortem était courante. On photographiait les morts qui n'avaient pas eu le temps de l'être de leur vivant. C'était un sauvetage in extremis de leur image avant qu'ils ne disparaissent. Et leur immobilité irréprochable convenait bien au long temps de pause exigé par les premiers procédés. Les photos de mères tenant dans leurs bras leurs enfants décédés, aux yeux grands ouverts, sont confondantes. Et il faut lire la légende pour les distinguer des classiques portraits de famille. Dans la Rome antique, on moulait à la cire le visage des patriciens morts avant qu'ils ne se décomposent. Ce masque mortuaire était appelé imago. Imago, dont vient le mot image, que j'utilise à tort et à travers pour parler de photos. De retour à la maison, j'explore les archives Albert Kahn disponibles en ligne. Sur le site du musée, une longue barre de recherche blanche apparaît dans laquelle il faut taper des mots-clés. À l'intérieur est indiqué en lettres grisées « Utiliser AND pour une recherche sur plusieurs thèmes ». Guillemets pour une expression exacte. Étoile pour tronquer. Je ne comprends pas ce que signifie ce AND. Je lis DNA, ADN et ça m'intimide. Je pense d'ailleurs tout de suite à mes origines, entamant les recherches par des images du bord de mer où je suis née. Je trouve la photo d'un ostréiculteur. Je pense à une perle. Je constate combien je suis obsédée par moi-même. Je le déplore, mais m'obstine en cherchant des photographies des lieux où j'ai vécu,
de celui où je vis désormais? Rien. Le monde était encore vaste alors, inexploré. On ne trouvait pas comme ça des photos du coin de sa rue et comme sur Google Earth, notre carreau de fenêtre, et même parfois dans la rue, notre propre silhouette ou celle de l'être aimé. Je cherche d'autres lieux. Je regarde des milliers d'images. Je pourrais trouver la photo d'un de mes ancêtres. Son nom, le mien, serait affiché en bas de l'image. J'appartiendrais à la légende. Cela confirmerait combien je n'écris pas par hasard cette histoire, combien surtout je suis légitime à m'emparer de ces images. Écrire de la fiction me permet généralement de sortir de ce cercle d'obsession pour ma personne. Mais face à ces archives, au vertige éprouvé à regarder un monde disparu pourtant identique à celui qu'on connaît, j'espère trouver une preuve de mon existence, une raison à ma présence, une forme de reconnaissance aussi qui tisserait une continuité entre moi et demain. J'ai très peur d'écrire des bêtises. En parcourant ces images, je pourrais tomber sur mon sosie, voir mon visage au sommet d'un corps traversant la rue, il y a un siècle, dans un pays où je n'ai jamais mis les pieds. Est-ce que je me reconnaîtrais devant ce double, grâce à la distance qu'on a vis-à-vis des autres? J'aurais enfin un avis sur mon physique, la sympathie inspirée par mes traits, la taille de la bosse sur mon nez. Je cherche mon reflet, alors que c'est l'autre qu'il est attendu de rencontrer dans ses archives. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci Avec infiniment plaisir. à toutes et tous. C'était véritablement un plaisir de vous connaître, de vous découvrir pour certains. Je suis ravi. Alors, si jamais on devait finir cette rencontre tout à l'heure, David a parlé des prochains textes. Si vous deviez dire en 2 mots, on va libérer tout le monde évidemment, mais en 2 mots, s'il y a des auteurs qui vont aller au catalogue de vos 3 maisons d'édition, quels auteurs vont figurer dans ce catalogue-là, ou dans cette collection, pardon. Alors, pour la main d'Anne, en fait, on va avoir on va être sur un rythme de 4 livres par an. Donc, il y aura 2 photographes qui vont signer les 2 des livres de l'année prochaine. Bernard Plossu, qui est un des plus grands photographes français, et qui présentera plein de choses. Ses premières photos à lui, les photos de sa famille, quand son père a accompagné Frison Roche, même au Sahara, il faisait faire du ski sur les dunes du Sahara à Frison Roche. Donc plein de choses qui ont fait que Bernard Plossu est Bernard Plossu aujourd'hui. Françoise Huguet, qui elle n'écrira pas directement, mais a retrouvé des lettres, des échanges de lettres entre ses parents qui voulaient se marier et puis ses grands-parents maternels, qui étaient des nobles de Bretagne, de Pont-l'Abbé, et on a des échanges de lettres qui sont absolument fous, où tous les grands thèmes d'aujourd'hui sont dits, sont exprimés comme ça, mais sans le moindre complexe. Comment une femme à l'époque parle à un homme, comment un homme parle à une femme, comment un noble parle à un roturier, comment un père parle à sa fille. Et voilà, c'est assez édifiant. On va avoir un texte d'une jeune auteure absolument fabuleuse que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Emmanuelle euh, Lambert, qui avait fait un très beau texte sur les derniers jours de son père aux éditions Stock, je crois que ça s'appelait le fils de son père, et qui a fait aussi le bouquin sur Colette, qui est sorti chez Gallimard il n'y a pas très longtemps. Spécialiste de Giono, elle avait fait Giono Furioso, de Jeunet, de Robe Grillée, puisqu'elle travaille à l'IMEC, et elle fera quelque chose sur la famille fantasmée, sa famille littéraire fantasmée et sa vraie famille. Et puis, on espère Serge Tisseron aussi, donc un psychiatre qui a fait un travail fabuleux sur l'image, sur la bande dessinée, entre autres, et voilà, qui a des choses intéressantes à dire. Et on espère Grégoire Bouillet en suivant. Voilà. Super. Céline. Moi, ça va être rapide. Je ne peux pas encore dire les noms. Je sais qu'il y en aura 4, 2 hommes, 2 femmes, et qu'il y aura plus de poésie. Ah, très bien. Voilà, Merci, Céline. merci. Et Eric, alors?
Moi, par superstition, je ne vais pas non plus dire les noms parce que on fait agence matrimoniale ce coup-là, c'est-à-dire qu'on réunit deux personnes qui ne sont pas encore rencontrées et on les voit ensemble le 1er décembre et voilà, ça devrait, je pense, faire le lien. Ça sera sans doute un ouvrage, si on le fait, qui prendra la forme d'un récit initiatique, un peu comme un tarot de Marseille. Voilà. Super. Parfait, parfait. Alors en attendant, on va profiter de vos 4, 2 et 2 ouvrages parce que là, il y a à faire et il y a à les découvrir et à les faire découvrir au plus de monde possible parce que véritablement, il y a des façons de faire, des manières d'éditer et des écrivains de talent que vous avez choisis. Et je suis vraiment ravi que vous ayez été là ce soir, réunis pour cette soirée Lité Photo. Merci infiniment. On vous souhaite vraiment le meilleur à tous les trois. Et merci à Julie, évidemment, qui fait le lien avec tout le monde pour promouvoir vos trois maisons d'édition. Merci. Merci Merci beaucoup. et Anthony. Merci à tous. Au revoir tout Belle le monde. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Et merci à Laetitia, évidemment. On comprend pourquoi David a choisi une seule lecture, hein. Il vaut mieux une très très belle lecture et longue lecture qu'en effet plusieurs. Merci. Merci David pour Bientôt. bravo à tous. Merci. Au revoir.